la tension dans la salle des machines était palpable dès que le PDG, Marshall Greystone, se pencha en avant, son regard se portant vers le coin où la fille adolescente du concierge se tenait maladroitement, serrant son sac à dos. « Si vous pouvez réparer ce moteur, » cria-t-il d'une voix condescendante, « je prends personnellement en charge vos frais de scolarité. » Un éclat de rire parcourut l'assemblée d'ingénieurs aux costumes impeccables et chaussures cirées, certains d'être amusés par la dépression nerveuse d'une adolescente mortifiée. Mais au lieu de reculer, elle retroussa ses manches, redressa les épaules et s'avança. La suite réduisit la salle au silence et, enfouie sous l'huile renversée et les câbles emmêlés, allait révéler un secret suffisamment puissant pour faire voler Straton Dynamics en éclats. Le siège social de Straton Dynamics, le principal pôle technologique automobile de Détroit, avait transformé sa salle de réunion habituelle en verre et acier en un compartiment moteur improvisé. Des néons brillaient sur les panneaux chromés, l'odeur de l'huile chaude se mêlait au léger bourdonnement de l'ambition. Au centre se dressait la pièce maîtresse de la division, un prototype de moteur 12 cylindres, en développement depuis des années, destiné à redéfinir la performance. Du jour au lendemain, cependant, il était tombé dans le noir. Aucun outil de diagnostic, aucune simulation, aucun technicien chevronné n'avait réussi à en tirer le moindre grésillement. Marshall, grand, aux cheveux argentés et à la tenue impeccable, tournait autour du moteur tel un faucon surveillant sa proie. Sa déception était palpable lorsqu'il jeta un coup d'œil à Henry Whittaker, le concierge de nuit, qui essuyait silencieusement un coin du sol. Henry baissa la tête par réflexe, il serra plus fort le manche de la serpillière. Les lèvres du PDG s'étirèrent en un sourire moqueur. « Peut-être que la solution réside chez ta fille, Henry, » annonça-t-il en désignant Ara Whittaker, qui se tenait sur le seuil, ses manuels scolaires dépassant encore de son sac à dos usé. Ara cligna des yeux, la confusion se lisant sur son visage. Des murmures fusèrent parmi les ingénieurs, elle est au lycée. Sait-elle seulement ce qu'est un condensateur? Quelque part, un téléphone avec appareil photo s'alluma. Marshall se pencha, savourant l'instant. « Vas-y, mon petit. Montre-nous ce que tu sais faire. » Ara jeta un rapide coup d'œil à son père. Henry leva les yeux en un avertissement silencieux, mais elle prit une inspiration profonde et fit un pas en avant. Ses bottes raclèrent le béton. Elle posa son sac à dos et l'ouvrit avec un calme délibéré. De l'intérieur émergea un carnet abîmé, les coins effilochés, les pages couvertes de schémas dessinés à la main. Un ingénieur ricana, où a-t-elle trouvé ça? Ces lignes me semblent familières? Un autre plissa les yeux vers ces schémas, c'est notre modèle exclusif, d'il y a 6 mois. Pendant un instant, Ara observa simplement le moteur inerte, mémorisant chaque boulon et chaque fil. Puis elle s'agenouilla, ses doigts désormais stables agissant avec la certitude de quelqu'un qui avait déjà fait cela 1000 fois. Un boîtier s'ouvrit avec un clic, un panneau se détacha. Au fond, elle découvrit un minuscule condensateur que personne d'autre n'avait pris la peine d'inspecter. Elle sortit une pièce identique de son sac à dos, la remit en place, refixa le boîtier et recula sans un mot. Le technicien en chef, toujours narquois, appuya sur le bouton d'allumage. Le silence régna, jusqu'à ce que le moteur explose, ronronnant avec une puissance irréprochable. À cet instant, tous les ingénieurs en costume se figèrent, les yeux écarquillés, le souffle coupé. L'assurance suffisante de Marshall disparut de son visage. Ara s'essuya les mains sur la manche de son sweat à capuche. Le ronronnement tonitruant du moteur emplit la pièce pendant 10 longues secondes avant qu'un seul applaudissement hésitant ne rompe le charme, puis un autre, jusqu'à ce que des applaudissements retentissent, teintés de perplexité plutôt que de joie. Marshall leva la main, interrompant les applaudissements, l'air indéchiffrable. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix basse, prudente. Ara se redressa, regardant d'abord son père, puis le PDG. « Juste quelqu'un qui aime les moteurs » répondit-elle doucement. Un murmure s'éleva, « Expliquez-moi ce carnet. Ces plans sont confidentiels. » Ara hésita, feuilletant une autre page, pleine d'équations, de modèles de dynamique des fluides et de schémas électriques, annotés à l'encre il y a 3 ans. « J'ai dessiné ma propre version, dit-elle. Un rire nerveux jaillit. « Vous voulez qu'on croie que vous avez rétroconçu un prototype à 4 millions de dollars, railla un ingénieur rival. Je n'ai pas rétroconçu le tien, corrigea Ara d'une voix ferme. J'ai conçu le mien. Tu l'as copié. Un halètement collectif parcourut la pièce lorsqu'Henry s'avança et posa une main tremblante sur l'épaule de sa fille. Marshall serra les dents. Tu ne peux pas. Commença-t-il en attrapant son carnet. Ara soutint son regard.
Essaie de m'arrêter, osa-t-elle. Au-delà du vrombissement du moteur, le silence s'installa. Henri s'éclaircit la gorge. Il y a des années, commença-t-il d'une voix tremblante, il y avait ici une brillante ingénieure, ma femme, Maren Whittaker. Elle a construit le premier plan de ce moteur bien avant que vos équipes ne le réclament. Lorsqu'elle a découvert que vous voliez son travail, elle a tenté de vous dénoncer. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, plus lourds que n'importe quel boulon de moteur. Les ingénieurs échangèrent des regards surpris. Le visage de Marshall se vida de ses couleurs tandis que les fondations de Straton Dynamics tremblaient sous eux. Une vérité cachée avait enfin fait surface, et plus personne dans cette pièce ne verrait plus jamais l'entreprise du même œil. Le lendemain matin, le rapport officiel déclarait que la disparition de Maren Whittaker était un tragique accident de laboratoire. Je n'y ai jamais cru un seul instant. Même si le moteur ronronnait avec une précision implacable, le reste de la chambre semblait totalement inerte. Chaque surface était immobile, comme si le temps s'était arrêté. On entendait une épingle tomber au sol et on imaginait son écho résonner dans l'immensité silencieuse. Chaque inspiration pesait lourdement dans l'air, chaque battement de cœur résonnait à nos oreilles. Et Lara se tenait raide aux côtés de son père, ses petits poings serrés si fort que ses jointures blanchissaient. En apparence, sa voix restait ferme, son regard ininterrompu et pourtant, sous cette apparence sereine, une tempête grondait, un mélange d'indignation, de peur et de chagrin, longtemps réprimé, remontait maintenant à la surface. Les traits de Marshall Greystone étaient vidés de leur couleur, il semblait confronté à un fantôme. Le nom de Maren Whittaker n'avait pas traversé les lèvres de qui que ce soit depuis près de 15 ans. Non pas parce qu'elle était oubliée, mais parce qu'on l'avait condamnée à l'oubli. Ses dossiers étaient classés secrets, son sort scellé sous le secret professionnel. L'accident était clos, son corps ne s'en était jamais remis. Mais ce qui hantait le plus Marshall n'était pas seulement que Maren ait autrefois dirigé les projets les plus révolutionnaires de Straton Dynamics. C'était qu'elle les avait tous surpassés aux plus brillantes, plus rapides, et même plus dangereuses par son ingéniosité. Donna, l'une des ingénieures en chef, s'avança jusqu'à se trouver près d'Elara. À voix basse, elle demanda « Vous êtes sa fille ?» Elara hocha la tête d'un geste solennel. Du fond de la salle, une autre voix s'éleva, je me souviens d'elle. J'ai assisté à ses premiers séminaires. Elle pouvait dessiner des systèmes de propulsion entiers dans les airs, aussi facilement que jouer un concerto. Les doigts de Marshall se crispèrent sur son carnet en cuir, le bord de sa voix se brisant d'incrédulité et de quelque chose de bien plus dur. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Elara leva le menton. Je n'avais jamais eu l'intention de revenir. Je n'avais certainement pas planifié ce spectacle. Vous m'avez appelé pour résoudre un problème que vos meilleurs ingénieurs n'ont pas réussi à résoudre. Alors je l'ai fait. Mais maintenant que je suis là, je refuse de tourner le dos à ce qui s'est réellement passé. Henri posa une main réconfortante sur son épaule, mais elle la repoussa doucement. Je croyais que le silence nous protégeait, poursuivit-elle d'une voix douce mais ferme. Le silence l'a laissé mourir. Si une seule personne dans cette salle a jamais remis en question la version officielle, alors elle mérite d'entendre la vérité. Léonard, un vétéran à la barbe argentée et au regard empreint de culpabilité, leva lentement la main. J'étais là cette nuit-là. J'ai vu les dossiers disparaître. J'ai vu ces dossiers de recherche redirigés vers des projets confidentiels. Je suis resté silencieux. La voix d'Henri l'interrompit, froide et tranchante. Et tu n'étais pas seul. J'ai nettoyé ces labos après. J'entendais la panique sourde chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom. Il pensait pouvoir l'enterrer et son génie à jamais. Mais il ne pouvait enterrer ni son esprit, ni son sang, ni cet instant. Il balaya de la main les ingénieurs rassemblés. La façade de Marshall s'est fissurée. Ses murs de contrôle soigneusement construits ont commencé à s'effondrer. Tu crois que ça change quelque chose? Cracha-t-il, les yeux plissés. Un nom, des plans, est-ce que ça te rend vraiment important? Ara esquissa un petit sourire entendu, ne cherchant l'approbation de personne, mais confiante dans la force de ses mots. L'importance vient de la vérité, répondit-elle. Et maintenant, tout le monde ici le sait, même toi. Un nouveau silence s'abattit sur la pièce. Ce n'était pas un silence stupéfait ni une pause gênée, mais le silence des esprits qui s'éveillent. Donna tendit la main, détacha son badge Straton et le laissa tomber au sol avec un léger tintement. Un à un, d'autres suivirent son exemple, leurs badges heurtant le béton comme des boucliers tombés. Les yeux de Marshall scrutèrent les alentours,
cherchant en vain un semblant d'ordre. « Ce n'est pas votre entreprise, gronda Théil. La voix calme d'Henri coupa court au chaos, ça n'a jamais été le cas. Marshall rit, mais le son était creux. Tu crois que quelqu'un va te croire? Que ça va rester? Ara leva son téléphone, son pouce déjà enregistré. Elle le brandit, l'écran éclairé par des preuves, audio, vidéo, les propres mots de Marshall. C'est déjà fait, murmura-t-elle. Avant même l'aube, le clip avait enflammé Internet. Ce qui avait commencé comme un murmure sur un forum technologique local s'était propagé sur tous les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation et de fascination. La clarté posée d'Ara, son exigence de vérité, résonnait dans les salons, les cafés et les amphithéâtres, un hymne à des millions de personnes assoiffées de justice. À midi, Straton Dynamics était en vogue dans tout le pays non pas pour un contrat de défense révolutionnaire ou un essai de fusée révolutionnaire, mais pour une affaire étouffée depuis des décennies. On exigeait de savoir qui était vraiment Marin Whittaker et pourquoi son nom avait été enterré jusqu'à présent. Une légion numérique fouillait les archives, vieilles demandes de brevets portant ses initiales précises, notes internes expurgées, preuves d'annulation brutale de projets. Au centre de tout cela se trouvait Ara, défini non plus par sa jeunesse ou son violon, mais par la force même de la reconnaissance. Au siège de Straton, la panique se répandit comme une traînée de poudre. Marshall s'enferma dans son bureau, entouré de conseillers juridiques et de stratèges en relations publiques, qui le pressaient tous de publier une déclaration en n'importe laquelle. Mais l'orgueil, autrefois sa plus grande force, était devenu son poison. Il refusait de céder. Et ainsi, tandis que le monde observait et attendait son prochain mouvement, la tempête qu'il avait tant essayé de réprimer faisait désormais rage au-delà de tout contrôle qu'il pouvait exercer. Dans le hall, la tension était palpable. Des dizaines d'employés s'étaient rassemblés autour de la rangée d'écrans brillants, le visage éclairé par les scintillements des écrans. Certains fixaient la scène avec stupeur, incrédules, incapables de concilier ce qu'ils voyaient avec le monde qu'ils avaient connu. D'autres observaient la scène avec une lueur d'espoir, comme s'ils attendaient la confirmation finale que tout allait changer. Une poignée détournait le regard, les joues rouges de honte. À l'écart de la foule, Léonard se tenait immobile et silencieux, la main agrippée au badge de l'entreprise à sa ceinture autrefois symbole de fierté, désormais totalement dénué de sens. Non loin de là, les doigts de Dana parcouraient le clavier de son ordinateur portable, chaque frappe envoyant une nouvelle quantité de documents internes aux journalistes d'investigation. À chaque fichier téléchargé, une nouvelle fissure apparaissait dans la façade de Straton Dynamics. Dans les recoins les plus anciens et les plus calmes du bâtiment, Henri et Ara se retrouvèrent seuls dans la salle de pause qui sentait vaguement le café rassis et l'huile de machine. Tous deux étaient assis sur le banc en vinyle, le bourdonnement du distributeur centenaire pour seule bande sonore. Dehors, le chœur lointain des présentateurs de journaux télévisés racontait leur effondrement comme s'ils relataient un drame à grand spectacle. Aucun des deux ne parla au début, les jointures d'Ara blanchirent autour de sa bouteille d'eau, les épaules d'Henri s'affaissèrent sous le poids de la situation. Finalement, Henri expira et croisa son regard. « Je n'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin, » murmura-t-il, la voix pleine d'incrédulité. Ara ferma les yeux et secoua la tête. « Moi non plus, » répondit-elle doucement. « Je suis entré dans cette salle de réunion uniquement pour jouer du violon, pour honorer sa mémoire de la manière la plus simple que je connaisse. » Elle marqua une pause, rassemblant ses forces. Mais là, debout, j'ai réalisé que je ne jouais pas seulement pour ma mère, je parlais pour elle. Sa voix résonnait en moi, et il fallait bien que quelqu'un la transmette. Elle regarda Henri, les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas me taire. Un coup soudain et retentissant résonna dans le couloir sec, décisif, presque cérémoniel. Les têtes se tournèrent lorsqu'une phalange d'agents fédéraux pénétra dans l'atrium, leur veste bleu marine ornée d'un signe en lettres dorées. Ils ne firent aucune annonce, ni aucune invitation à manifester. D'un pas décidé, ils se dirigèrent vers l'ascenseur, et le personnel, figé sur place, regarda les portes se refermer et les hisser vers la suite exécutive. Une vague d'impatience sourde les emporta. 20 minutes plus tard, les accusations devinrent réalité. Marshall Greyston émergea des étages supérieurs, les mains menottées dans le dos. À la vue de leur chef autrefois intouchable franchissant les portes, la foule assemblée éclata. Certains applaudirent, leur voix craquant de soulagement, d'autres pleurèrent doucement, la tension enfin relâchée. La plupart restèrent immobiles, bouche bée, voyant l'homme qui avait régné par l'intimidation réduit à l'impuissance. Dehors,
le soleil de midi illuminait les flashs des appareils photo tandis que Greystone était conduit dans un SUV noir en attente. Les journalistes réclamaient des déclarations, leurs micros tendus à l'unisson. Ara et Henry se tenaient côte à côte sur les marches de marbre, les grilles en fer forgé commençant à se refermer derrière la silhouette évanouie de leur oppresseur. Henry se pencha et murmura, « Tu devrais dire quelque chose. Ils t'attendent. » Ara inspira profondément et s'avança sur la pierre polie. « Ma mère a consacré sa vie à bâtir quelque chose de beau, » commença-t-elle d'une voix ferme. Ils ont tenté d'enterrer son héritage sous le mensonge et le silence. Mais la vérité, telle une graine, trouve la lumière. Elle s'élève, aussi profondément qu'on la plante. Ces mots flottaient dans l'air, non pas comme une vengeance, mais comme une puissante déclaration de justice retrouvée. Dans la cour, la lumière de midi projetait de longues ombres anguleuses sur la foule d'employés et de journalistes. Au milieu du tourbillon des caméras et des murmures, un profond silence régnait autour d'Ara, un calme presque sacré qui succède à la plus violente tempête. Pourtant, en elle, une nouvelle tempête grondait, l'espoir tempéré par la détermination. Une élégante limousine s'arrêta au bord du trottoir, ses vitres teintées reflétant l'attente de la foule. Le moteur s'éteignit, et la presse s'écarta instinctivement. Le chauffeur, une grande silhouette en costume sur mesure, sortit et ouvrit la portière arrière. Une femme en sortit, son manteau émeraude accrochant la lumière du soleil et scintillant comme du jade poli. Des cheveux argentés encadraient un visage marqué par le chagrin et l'endurance. Son regard balaya la foule et se posa enfin sur Ara et s'adoucit. Olivia Whittaker était arrivée. « Ara » appela-t-elle, la voix tremblante en tendant la main. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. Elle ne s'était jamais rencontrée en personne ou elle n'avait échangé que par lettres et par des anecdotes, mais le lien du sang circulait entre elles comme un courant électrique. Ara serra la main d'Olivia et sentit des décennies de chagrin et de désir les unir. Pour la première fois depuis le meurtre de sa mère, elle n'était pas seule. Derrière eux, un homme en costume discret s'approcha et se présenta comme Calvin Roer, directeur par intérim du tout nouveau département d'éthique scientifique. Il tendit à Ara un dossier en papier craft. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « La justice en action » répondit-il. « Une opportunité. » À l'intérieur, elle trouva une lettre signée par les sénateurs de l'opposition. Elle annonçait le lancement du programme Whittaker, une initiative fédérale visant à financer, encadrer et protéger les jeunes innovateurs issus de communautés marginalisées, ainsi que la création d'un centre national de recherche. En tête du conseil consultatif figurait le nom de sa mère, Ala Whittaker. Les larmes montèrent aux yeux d'Ara, non pas de fierté face à l'offre, mais de la promesse qu'elle contenait. L'œuvre de sa mère ne s'éteindrait pas entre les mains de fraudeurs. Elle prospérerait. Ce soir-là, dans un modeste centre communautaire près de l'hôtel même où sa mère s'était produite pour la première fois, Ara se tenait sur une petite scène. Des dizaines d'enfants étaient assis dans le public silencieux, les yeux écarquillés d'impatience. Elle porta son violon à son menton. Les lumières s'éteigniraient, dans le silence, son archet effleura les cordes. La première note flotta fragilement dans l'air, puis s'épanouit en une mélodie envoûtante qui emplit chaque recoin de la salle. C'était plus que de la musique, c'était le souvenir, la résilience et la vérité tissées ensemble. Lorsque la note finale s'éteignit, aucun applaudissement ne suivit, seul un souffle collectif s'arrêta, les cœurs à jamais transformés. Dehors, au-dessus de la ville, un panneau d'affichage s'illumina. Il affichait une image unique et puissante, une mère et sa fille debout côte à côte, leurs silhouettes luisant dans la nuit. C'était l'image d'un héritage retrouvé et d'un avenir qui ne faisait que commencer.